Bonjour à tous. Nora, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci. Nous sommes très contents avec Nora de passer 1 heure avec vous en direct sur YouTube. Le programme de ce live est assez simple. Brian commencera par nous expliquer l'histoire de la radio énervée. Puis Clara recevra une formidable invitée. Ensuite, Nicolas va nous parler de la BCF Arena que nous sommes allés visiter. Ensuite, nous continuerons avec Samy qui nous parlera du ping-pong et du match qu'il a joué contre notre cher directeur Pierre Deschenaux. Puis, Nora nous parlera du nouveau spectacle de la troupe du théâtre Écolisée. Avant notre dernière chronique, nous allons parler des Jeux Olympiques avec Robin. Et notre dernière chronique sera consacrée au trail du CO réservé aux 11H. Dis Noah, est-ce que toi tu sais quand a été fondée la radio énervée? Je sais pas, aux alentours de 2016 peut-être. Est-ce que tu as une idée des profs qui ont fondé la radio? Je me dis des profs assez anciens, par exemple Stéphane Simonet, vu qu'il a les cheveux blancs. Est-ce que ça te dit on fait un pari sur la vidéo qui a le plus de vues sur YouTube? D'accord, toi tu paries quelle vidéo? Peut-être jouer au Yas ou un truc comme ça. Moi je parierais la vidéo de la grande escapade avec Laurent et le triporteur. On laisse Brian répondre à toutes nos questions. Découvrez les réponses à vos questions ainsi que des témoignages dans cette chronique. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique qui retrace l'histoire de votre radio préférée, la radio énervée. Dans ce format, vous allez découvrir notre histoire à travers de nombreuses informations, anecdotes et témoignages des anciens. Mais ne quittez pas, vous allez également découvrir les projets futurs de la radio. Dans ce format, vous allez découvrir notre histoire à travers de nombreuses informations, anecdotes et témoignages des anciens. Mais ne quittez pas, vous allez également découvrir les projets futurs de la radio. Commençons directement avec quelques informations croustillantes qui vous permettront d'en savoir plus sur cette chaîne YouTube. Premièrement, découvrons la date de notre première publication sur YouTube. En effet, nous ne sommes pas tout jeunes. Le 3 mars 2016, la première vidéo a vu le jour, avec un titre plutôt original. Je cite « Énervé vs Jack Amos, bodybuilder ». Un véritable champion suisse. Avec un petit cadeau à la fin, Laurent qui tente le bras de fer avec l'invité. Mais vous l'avez deviné, il n'a pas remporté le combat. Ensuite, la vidéo avec le compteur de vues le plus haut est un petit tutoriel fait par notre équipe. Elle s'intitule « Tutoriel comment jouer au Yas ». Au total, 6400 vues sur YouTube avec une vidéo sortie le 19 janvier 2020. Maintenant, c'est le moment de poser quelques questions à un prof de la radio. Commençons par Grégoire Devarat. Bonjour Grégoire et bienvenue. Selon vous, quelle a été l'anecdote la plus drôle que vous avez rencontrée durant toutes ces années? Il y en a tout plein. Je crois que le plus gros souvenir que j'ai, j'en ai plusieurs, mais une des anecdotes les plus drôles, c'était quand on a été visiter les studios de l'Atelier Fribourg à Lausanne pour préparer ce studio ici. On était allé avec une équipe, Alexandre Burgui, moi, Stéphane et Laurent Dicando. Et en fait, en sortant, on a décidé d'aller manger au resto et Laurent n'a pas vu qu'il y avait un tronc au milieu de la route et en fait, il a fait une espèce de roulé-boulet sur le trottoir. Et un peu comme un polichinelle, il est tombé sans se faire mal et tout d'un coup, pouf, il y avait Laurent qui était de nouveau debout. C'était une espèce de figure acrobatique un peu de malade et ça, c'est un des plus beaux souvenirs d'énervé. C'est un truc que personne n'a vu en caméra, mais c'est un de mes plus beaux souvenirs. Maintenant, quelle a été votre meilleure vidéo? Ah, la meilleure vidéo, c'est chaud ça. Ah, la meilleure vidéo, je pense que c'est quand même la série sur le fait que Radio Énervé à la fête des vignerons. Les élèves ont fait toute une série, ils ont tourné comme des malades, ils ont fait les bruitages eux-mêmes. Ça, je pense que c'est une des vidéos les plus cool de Énervé. Pourquoi avez-vous voulu gérer la radio Énervé? C'est un peu né comme ça, c'est des trucs que j'aime bien faire, que j'aime bien partager. Et puis comme il y avait l'opportunité, je me suis dit c'est cool. Moi, j'aime bien la vidéo, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et du coup, j'ai pas trop le temps parce que je suis à 100% prof. Et du coup, de faire ça, ça me permettait d'être prof et en même temps de faire de la vidéo. Et je trouvais assez cool de partager cette passion et puis de montrer que c'est un univers finalement où si on travaille, on peut percer en Suisse parce qu'il y a peu de médias, il y a peu d'écoles qui forment et du coup, il suffit d'oser et on peut faire quelque chose d'assez cool. Êtes-vous toujours satisfait de la tournure de la radio? Ouais, je suis assez satisfait. Là, on a recruté toute l'équipe des nouveaux et là, il y a franchement plein de gens motivés. C'est assez cool. Je suis content de pouvoir prendre les studios et de faire du direct sur YouTube maintenant parce que le direct, c'est aussi assez cool. Alors, de temps en temps, on a certains élèves qui sont un peu fatigants parce qu'ils perdent la motivation.
et ils ont tendance à pas assez dormir, mais autrement, franchement, c'est assez chouette. Merci pour toutes vos réponses. Maintenant, passons à Noah. Salut Noah, commençons avec la première question. Pourquoi as-tu décidé de rejoindre l'équipe de la radio? Je suis un peu curieux, j'aime bien poser des questions et donc je me suis dit que le métier de journaliste, c'était la majorité, c'était de faire des recherches sur les personnes qu'on invite et poser des questions par rapport au sujet dont on parle dans notre émission. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire partie de Radio Énervé pour poser des questions à tout le monde. Avais-tu peur de rejoindre l'équipe le premier jour? Un petit peu parce que je ne connaissais personne et puis j'avais peur de mal faire, de faire des mauvaises interviews, de mal parler à l'antenne comme maintenant par exemple quand je bégaye ou quand je parle mal, mais j'ai quand même eu un peu peur, mais pas vraiment, un petit peu mais pas beaucoup. Et toi, quelle a été l'anecdote la plus drôle? Il y a quelques années, en 2019, ça date parce que ça fait longtemps que je suis à la radio, il y avait Grégoire Devara, un des profs de la radio, qui avait testé le triporteur et la karaoké de la fête des vignerons. Il avait fait Lioba, 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 Polario. On peut encore le retrouver sur les karaokés de la fête des vignerons sur la chaîne de la radio Énervé. Je trouve ça très drôle, surtout ce moment-là. Question piège, quand a été publiée la première vidéo sur la chaîne YouTube? Allez, le 15 mars 2016. Et non, c'était le 3 mars 2016. Ah zut, je suis nul. Pardon. Ok. Merci d'avoir répondu aux questions. Maintenant, parlons de Laurent. Dernier invité, Laurent, comment vas-tu? Mais ça va très très bien et toi? Nickel. Est-ce qu'il y avait de nombreuses personnes lors du premier recrutement? Dans mes souvenirs, on devait être une dizaine, mais je t'avoue que je n'ai pas compté. Je me souviens juste qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait le théâtre, qui étaient venus aussi au casting de la radio. Ça m'avait marqué. Quelle a été la meilleure année de radio que tu aies vécue? Mais ça, en vrai, c'est extrêmement compliqué. Je crois que je ne peux pas vraiment donner une année. Je dirais que la fin de ma première année, c'était top, parce que je commençais un peu à prendre mes marques. Et le début, et même quoique la deuxième année, en fait, je pense j'ai pris plus d'initiatives. Et c'est peut-être pour ça que je la préférais, mais j'ai vraiment de la peine à dire ça. Et après, il y a toutes les années avec les élèves. Ça, c'est des années différentes, puisque j'étais moniteur, mais qui sont là, je ne saurais pas te dire une année en particulier. Pour Laurent, cette fois, quelle a été l'anecdote la plus drôle que tu aies vécue durant toutes ces années? Oh, waouh, ça c'est le pire moment quand on te demande des anecdotes et tu sais que t'en as, mais ça te met des plombs à aller les rechercher. Allez, une petite anecdote. Première année de radio, j'étais un petit élève, c'était très timide et on avait été visiter les locaux de Radio Fribourg. On allait passer en direct à la fin de la semaine, pendant la semaine thématique. Et à un moment donné, un des animateurs, pour rigoler, il m'a mis un micro devant la bouche et il m'a dit « Là, t'es à l'antenne ». Et il a ouvert le micro, mais il y avait de la musique. Et moi, je me suis dit « C'est une vanne ». Et j'ai fait « Bonjour ». Et du coup, il y a mon petit bonjour qui est passé en plein pendant une musique, chose qui ne devait pas se passer normalement. Finalement, quand a été publiée la première vidéo sur la chaîne YouTube? Tu veux une date précise? Ou tu veux plus ou moins? Quand est-ce qu'on a publié Ouais, ça? plus ou moins, année ou mois. J'ai très peur. Sauf erreur, la première vidéo qu'on a publiée, c'est une première interview que j'avais faite avec Céline à l'époque. L'interview d'un bodybuilder. J'avais monté cette vidéo, c'était une des premières. Après, il y a eu Juvenalia. Je ne sais pas si c'était avant ça. Je ne sais pas, mais si on dit une date... 2016, mi-2016. Ouais, fuck, ça va pas loin. Son qui se balance comme ça. J'aurais dit, allez, mars 2016. Et oui, c'était bien en mars 2016, plus précisément le 3 mars. Quoi? Oh, ouais, mais je suis un prodige des dates. Eh bien, merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir regardé cette chronique qui retrace toute notre histoire. Maintenant, je vous laisse avec Nora et Noah. Chère Radio Énervé. En parlant de radio, Clara nous a préparé quelque chose à propos d'un grand média suisse. Bonjour Clara. Salut Noah. Alors oui, je vais vous faire un blind test pour introduire mon sujet. Ce sera un blind test à la façon de générique. Nora, Noah, vous êtes prêts? Bien sûr. À peu près. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par un premier qui est quelque chose d'assez mythique.
dit quelque chose? Ça m'a l'air d'être un 19h30 ou 20h, quelque chose comme ça. Oui, Nora, tu as raison. Et c'est celui qui date de 1993. Ah, c'est vieux. Oui, et toi, tu avais une idée? J'aurais pensé à Infrarouge, je n'avais pas pensé à ça. ouais. D'accord. Et maintenant, on va passer à un autre que là, je pense, Noah, tu vas pouvoir me dire qu'est-ce que c'est. Ah, youpi. Alors, à mon avis, c'est le jeu C'est ma question présenté par Jonas Schneider tous les soirs sur la RTS. Et toi, Nora, tu as une idée? Aucune idée, vraiment. Eh bien, Noah, tu as raison. Bravo, Noah. Yes! Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. J'avoue, moi, j'ai un petit peu de peine avec celui-ci, mais je suis sûre que vous en êtes capable. Alors, Nora? Moi, je dirais à bon entendeur. non, alors c'est le sport dernière de 2016. Ah, mais tu nous prends des vieux trucs aussi. Oui. 2016, je regardais pas la télé. Et maintenant, on va encore passer à un qui est un petit peu ancien, mais je pense que certains auditeurs vont réussir à deviner. Est-ce que vous avez une petite idée? On dirait une bande-annonce de film d'action. Non, aucune idée. Malheureusement, non. Infrarouge, peut-être? Toujours pas, mais t'es pas loin. C'est temps présent et Oh. c'est celui qui a été utilisé de 2011 à 2017. Ah bah c'est fini, hein. Oui, et maintenant on va passer à un dernier petit générique. Ça va passer ce soir à la télé, normalement. Donc dites-moi, vous avez une idée? Le jeu cache. Non. Aucune idée. Alors c'est Passe-moi les jumelles. Ah. Donc rendez-vous ce soir, il me semble. À quelle heure? Pour savoir. 20h10. Ok, merci pour cette info. Et est-ce que vous voyez où je veux en venir avec mes génériques? T'as une idée, toi? Moi, j'en ai une, mais... Connexion logique à la RTS. Oui, moi, je pensais aussi à ça. C'est par rapport à des émissions de la RTS, à mon avis, c'est générique. Oui, c'est exact. Donc, ils viennent de certaines émissions et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je parle de ce média. Donc, hier, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Béatrice Jequet qui travaille à la RTS. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu envie d'interviewer elle et pas quelqu'un d'autre. Donc, comme vous le savez peut-être, là, nous sommes au dernier jour de notre semaine thématique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas interviewer un ou une journaliste. Et un peu par hasard, l'occasion de la rencontrer s'est présentée. Donc, cette journaliste, elle a un parcours très inspirant que je trouve très varié. Donc, je me suis dit que c'était la personne idéale. Et je peux dire que j'ai été assez impressionnée de rencontrer une journaliste de la RTS. Allez, je vous laisse la découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Madame Béatrice Jequet qui travaille à la RTS. À ce jour, elle est adjointe à la direction du département Actualité et Sport. Bonjour Madame Jequet. Bonjour. Comment allez-vous? Alors je vais très bien, merci de m'accueillir dans ce beau studio tout neuf. Je suis très contente d'être sur Radio NRV. Et puis bienvenue à Châtel-Saint-Denis dans le studio média de notre école. Merci. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, donc, vous l'avez dit, hein, Béatrice Jequet, je suis adjointe à la direction du département Actualité et Sport de la RTS. C'est un gros département. Il y a les rédactions TV, radio, il y a le site internet, RTS Info, les applications. Et nous, ce qu'on appelle Info 35 nouvelles plateformes, c'est une rédaction qui fabrique des contenus pour le jeune public. Alors voilà, je suis à ce poste-là maintenant. J'ai une longue carrière à la RTS, plus de 30 ans, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Oui. J'ai commencé comme opératrice son, j'ai été réalisatrice sur Espace 2, je suis devenue ensuite journaliste radio, puis TV, j'ai été productrice d'une émission, j'ai été journaliste scientifique et je suis à ce poste-là maintenant. Donc on voit que vous avez un parcours très diversifié. Oui, et c'est une grosse chance. C'est une grosse chance parce que je connais bien la maison, je connais un peu tous les secteurs de la RTS.
Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes arrivée à la RTS en 1988 en tant qu'opératrice son, puis vous êtes devenue journaliste et donc maintenant vous êtes adjointe à la direction du département Actualité et Sport. Comment est-ce que vous avez fait pour gravir tous ces échelons? Alors, c'est un peu le hasard. J'ai jamais fait de plan de carrière. Je me suis jamais dit, oulala, je suis là, je vais arriver là et là et là. Il y a eu des opportunités, je les ai saisies. Pour devenir journaliste, j'ai postulé comme stagiaire journaliste. J'ai été prise. Donc voilà, c'est un peu des hasards, des virages. Mais il faut dire que j'aime bien, tous les 5-6 ans, changer d'activité. Donc pour le moment, ça se fait comme ça. Et quelle serait peut-être votre prochaine activité alors? Alors ça, je sais pas. Vous n'avez pas défini? Non, ça je sais pas parce que j'ai un poste passionnant aujourd'hui, donc tout va bien. Et est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué plus que les autres durant toute votre carrière? Alors j'ai fait plein de choses très très différentes. Les débuts d'Espace 2, c'était assez génial. On faisait des mixages, mais c'était des œuvres radiophoniques. On passait des nuits à mixer des choses que les gens écoutaient pas beaucoup parce que c'était très très conceptuel. Ça, c'est des très beaux moments. Puis j'ai un très beau souvenir que j'étais journaliste scientifique. Pour moi, une salle d'opération était quelque chose d'un peu étrange, d'un peu mystérieux, qu'une porte qui se ferme comme ça. J'ai eu la chance d'aller tourner plusieurs fois des opérations, dans des salles d'opération. Tout d'un coup, ça a démystifié ce lieu. J'ai vu que c'était des équipes fantastiques, puis qu'il n'y a rien d'étrange et de mystérieux, finalement. Mon première opération, c'était un col du fémur. Donc, quand ils coupent le col du fémur, c'est assez impressionnant, mais j'ai toujours adoré ça. Puis ça m'a permis de découvrir une réalité que d'autres personnes ne peuvent pas découvrir. Et j'ai aussi vu que vous donnez des cours de journalisme. Alors, comment vous avez fait donc, pour en arriver là, à donner des cours de journalisme? Et puis, qui c'est qui en bénéficie? Alors, c'est dans mon poste, c'est dans les tâches de mon poste. Aujourd'hui, je donne des cours au CFJM, donc c'est le cours de formation des journalistes pour toute la Suisse romande qui est à Lausanne. Ça, je donne la déontologie. Et je donne aussi des cours de déontologie en interne au sein de la RTS. C'est important pour les jeunes journalistes, mais pas seulement. Par exemple, quand on met en cause dans un sujet une personne, une entreprise, une institution, il faut toujours donner la parole à la personne ou à l'institution qui est attaquée. Par exemple, c'est une des bases de la déontologie, c'est une des bases du cours que je donne. D'accord, très bien. Et pour vous, c'est quoi le journalisme de votre point de vue? Alors, le journalisme, d'abord, c'est un métier extraordinaire que je vous conseille et que vous essayez de faire maintenant, donc bravo. Le journalisme, pour moi, d'abord, c'est s'adresser au public. C'est faire des sujets, réaliser des sujets pour que le public puisse se faire son avis à travers le sujet et qu'il voit, qu'il entend, qu'il lit. Donc pour ça, il faut que le sujet soit équilibré, il faut qu'il soit bien anglais, il faut que toutes les parties soient dans ce sujet. Ça, pour moi, c'est l'aspect public. Puis après, il y a différents types de journalisme. Par exemple, le journalisme d'enquête, hyper important, hein, sortir des affaires, sortir des scoops, avoir des infos originales. On essaye de le faire aussi dans nos rédactions. Et puis, j'aimerais bien aussi parler de la votation du 13 février dernier, donc, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et donc, son but, c'était d'apporter une certaine aide aux médias. Et malheureusement, je pense pour vous, ça n'a pas passé. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de médias qui disparaissent, en particulier les journaux. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre ressenti face à cette situation et à ce refus? Et puis, comment vous voyez l'avenir des médias? Alors, d'abord dire qu'en Suisse, on a une chance extraordinaire, on a une démocratie directe. Donc, on vote plusieurs fois par année. Ma foi, c'est le résultat d'un vote, il faut en prendre acte. Maintenant, sur les médias, je pense qu'on a une autre chance, c'est qu'en tout cas en Suisse romande, on a encore beaucoup de médias. Que ce soit des médias audiovisuels, des radios régionales, des médias écrits. Il y a un nouveau média qui a commencé ici, hein, dans le Chablais tout récemment. Donc je pense que ça, c'est aussi une chance. Et il faut préserver ça justement parce qu'on est dans une démocratie, que le public doit pouvoir s'informer grâce à des médias divers et variés. Et puis, vous êtes un petit peu inquiète ou pas alors pour ces médias? Alors, on a vu pendant la pandémie, on a vu depuis 15 jours avec l'Ukraine, les gens s'intéressent. Les gens ont besoin d'une info vérifiée. On est tous abreuvés de fake news sur les réseaux sociaux, etc. D'avoir des infos vérifiées dans des médias indépendants qui font un bon travail, c'est hyper important. Donc, je pense que ça, c'est primordial. Et j'espère que ça va continuer. Et puis, l'avenir de la RTS, vous le voyez comment? Alors nous, on a un projet magnifique, c'est que toutes les rédactions d'actualité seront au même endroit, à Écu Blanc, hein, dans un lieu qu'on appelle nous campus. C'est un bâtiment qui se construit, donc c'est un très beau projet parce qu'on doit s'imaginer qu'est-ce qu'on proposera comme offre au roman dans 4 ou 5 ans.
Puis c'est magnifique parce que c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on va proposer. Donc on a des groupes de travail, c'est très participatif. Et donc voilà, on avance petit à petit en se disant qu'est-ce qu'on va proposer. À partir de là, on va proposer des organisations aussi parce que toutes les rédactions seront sur le même site. Donc voilà, on avance, c'est un très très beau projet. Donc le but c'est de se développer alors, un petit peu en quelque sorte. Alors là, clairement, on a un nombre de journalistes fini, on ne va pas en avoir plus. Par contre, c'est un développement un peu différent, notamment dans le digital, on doit mettre l'accent sur le digital. Puis je dirais qu'aussi, la RTS, on a la chance d'être un peu la place du village. Moi, je prends beaucoup les transports publics, vous avez vu d'ailleurs pour venir ici. Et donc, moi, ça m'arrive souvent dans le train, des gens discutent, disant « Ah, t'as vu le sujet du 19h30 hier ou t'as entendu de la matinale ?» Donc ça, il faut que ça reste. C'est un côté, les romans regardent le 19h30 en même temps, au même moment. Et puis j'ai appris aussi, pour un autre sujet, que le langage inclusif, c'est quelque chose de très important pour vous et qui, selon vous, ce n'est pas trop compliqué à mettre en place. Alors, il représente quoi pour vous, ce langage inclusif qui permet peut-être de montrer une facette un peu féministe, si j'ose dire, et si vous me le permettez? Bien sûr. Alors, le langage inclusif, c'est simplement d'inclure tout le monde. Quand on dit « bonjour à tous », la moitié de la population s'y retrouve pas. Donc, il faut dire bonjour à tous ou bonjour à toutes. Et le mieux encore, c'est de dire bonjour à vous. L'idée du langage inclusif ou langage épicène qu'on introduit chez nous, c'est de ne pas casser le côté oral. Vous le savez bien, hein, quand on fait une intro, on aime que ce soit un peu punchy, on aime que le langage oral sorte. Donc l'idée, c'est de trouver des formules pour ne pas alourdir le langage. Par exemple, de dire, plutôt que les veuvaisans ou les veuvaisanes ont voté, de dire veuvaie a voté. Donc ça devient un peu un challenge, c'est pas un dogme, mais c'est vrai qu'on souhaite une évolution dans ce sens-là. Et puis, j'ai également vu que la RTS a pour but d'arrêter les stéréotypes du type médecin, donc les hommes, et infirmières, les femmes, alors que le contraire est tout à fait réalisable et actuel. Ces résolutions datent de 2021. Est-ce que vous pensez que ça a changé? Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors, je pense que dans la tête des jeunes, notamment des jeunes journalistes, des jeunes personnes qui sont à l'antenne, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On doit être inclusif. Donc voilà, c'est par les jeunes que petit à petit ça change, mais je pense que c'est tout à fait logique. On se disait souvent aussi, une femme qui a réussi, on lui pose la question, mais comment vous avez fait avec votre famille? Un homme, on ne lui pose pas cette question-là. Oui, c'est vrai. Donc l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas de raison de poser des questions différemment à des femmes ou à des hommes, par exemple. Oui, donc avoir une certaine égalité. Et aussi, j'ai vu que les émissions incontournables de la RTS sont très souvent animées par des hommes. Est-ce que vous trouvez déjà, est-ce que c'est vrai? Et puis, est-ce que ça va changer? Alors, je ne pense pas que c'est vrai. Il y a par exemple Mise au point où il y a Cathy Sommer et Nathalie Duquemin. L'émission spéciale d'hier soir, c'était Un homme, une femme. Il y a ABE qui est animé aussi par une femme. Donc on est vraiment attentif à ça, attentif et attentive à ça, puisque l'idée c'est vraiment de se dire qu'il faut aussi la parité chez nous, que ce soit à l'antenne, que ce soit dans l'encadrement. On essaie de faire un programme, de mettre au point un programme pour que les femmes et les hommes puissent mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Et nous souhaitons qu'il y ait plus de femmes qui postulent dans l'encadrement. Et sur nos antennes aussi, on essaie d'avoir plus de femmes expertes, plus d'invités. On est attentif à ça. On a un observatoire, ce qu'on appelle nous observatoire de la parité. Tous les mois, on fait un pointage dans les émissions. Et depuis 2018, donc vous êtes adjointe à la direction du département Actualité et Sport, comme vous l'avez dit. Est-ce que la place a été dure à conquérir en tant que femme? Alors, je dois dire que j'ai jamais senti une discrimination en tant que femme durant tout mon parcours à la RTS. Il y en a d'autres qui ont d'autres ressentis, on le sait, hein, il y a eu toutes les affaires. Mais moi-même, personnellement, je peux dire que j'ai jamais été... Faut pas que je touche mon micro. J'ai jamais senti ça. Ah bah alors c'est génial. Et maintenant je vais passer à un sujet un petit peu différent. J'ai vu que vous aimez la musique. Alors quel est le type de musique ou alors quel instrument vous appréciez particulièrement et peut-être même que vous jouez un instrument? Alors je joue du piano. J'ai commencé quand j'étais très jeune. Après il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'ai joué plus que d'autres, etc. Et là depuis 10-15 ans je rejoue beaucoup. Je fais de la musique de chambre. Là, je fais un quatuor de Brahms avec des amis, parce qu'il y a la répétition, puis après, il y a l'après-répétition, où on mange ensemble, on boit un verre, c'est sympa. Mais pour moi, la musique, j'ai un métier un peu stressant. Je rentre chez moi, je me mets au piano et je suis ailleurs. Donc, il y a un côté un peu yoga. Donc, pour moi, c'est essentiel.
Donc ça a une certaine place dans votre vie. Ah oui, oui, j'essaye d'en faire 4 à 5 heures par semaine. Donc oui, oui, c'est une grosse place, mais c'est vraiment un plaisir. Ça fait partie de mon équilibre, comme la randonnée en montagne. Je fais aussi beaucoup de randonnée en montagne. C'est les deux activités qui me permettent d'avoir un bon équilibre. Et pour finir, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose ? Non, simplement que je trouve magnifique votre projet et je me réjouis de voir le live qui sera fait prochainement. Et aussi, est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui voudrait peut-être devenir journaliste ? Alors, on me dit souvent quelle est la qualité première. Je dis la curiosité. La curiosité, moi, ça m'est arrivé quand j'étais, par exemple, à classe éco. J'étais sur l'autoroute, puis tout d'un coup, je voyais une entreprise, je me disais, mais ils font quoi, eux ? Puis tout d'un coup, je réalise qu'ils lavent des draps pour des hôtels. Et puis je réalise que les hôtels outsourcent finalement le lavage de leur linge parce que ça leur coûte moins cher, que c'est plus pratique. Enfin voilà, c'est un exemple. Je pense que tout autour de nous peut faire un bon papier journaliste et la curiosité. D'accord, merci beaucoup pour ce conseil et merci d'être venu et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci Clara pour cette magnifique interview de Béatrice Jequier. Après être passé par la RTS à Genève, nous revenons sur le canton de Fribourg. Est-ce que vous êtes déjà allé à la BCF Arena ? Nicolas a préparé une vidéo pour que vous puissiez aussi, chers téléspectateurs, voir ce magnifique bâtiment et même certains joueurs. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Mais bonjour, alors très bien. Du coup, comme Nora l'a dit, mercredi, nous sommes allés à la BCF Arena avec toute l'équipe radio. Et du coup, on a visité cette magnifique patinoire et je vous ai filmé 2-3 petits plans pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ce mercredi, on est allé à la patinoire officielle de Fribourg-Gotteron, la BCF Arena. Tout d'abord, on va parler de l'équipe de Fribourg-Gotteron et son histoire. Ça a commencé juste par quelques adolescents qui jouaient de temps en temps sur les étangs de la vallée du Gotteron. Mais peu à peu, ils ont commencé à progresser et le 1er décembre 1937, le hockey club Fribourg-Gotteron se crée. Un an après, en 1938, Gotteron rejoint la Ligue suisse. Les joueurs du club n'avaient pas de bon matériel et étaient obligés de louer une patinoire à Berne pour les entraînements. Mais dès 1941, le club a enfin sa propre patinoire construite par les habitants du quartier. Après des bonnes et mauvaises saisons, le club change finalement de patinoire après plus de 40 ans de bons et loyaux services et passe de l'ancienne patinoire située au pied du couvent des Augustins à la patinoire de Saint-Léonard, inaugurée au début de la saison 1982 à 1983. À l'arrivée de Laurent Hémaud, président du club pendant la saison 2010 à 2011, le club prend un nouveau tournant en construisant une nouvelle patinoire. Le projet de construire une nouvelle patinoire est abordé en printemps 2018 et en septembre, les travaux commencent. Des travaux titanesques sont entrepris et les coûts totaux s'élèvent à 88 millions. Si vous allez voir un match de Gotteron, vous pourrez profiter de cette nouvelle patinoire. La patinoire peut contenir un peu plus de 9000 personnes avec 8 934 places, dont 6 394 assises et 2 540 debout. 12 buvettes, 6 restaurants, 336 places en loge et 76 dining view sont à disposition des fribourgeois fans de Gotteron. 19 loges sont utilisées spécialement pour les sponsors et 4 sont privatisables. Le Dine & View est un concept où l'on peut manger et voir directement le match avec une vue en hauteur et fondue chinoise illimitée. Un peu moins de 700 LED peuvent s'illuminer sur la façade en formant toutes les animations possibles et imaginables. Sur la façade, on peut voir des formes géométriques assez spéciales où les luminaires sont directement intégrés dedans. En conclusion, le petit club jouant sur des lacs gelés a finalement progressé jusqu'à devenir un des meilleurs clubs de hockey de Suisse et construire une patinoire gigantesque. Merci à Nicolas pour cette magnifique visite en vidéo. J'ai une question. Est-ce que tu sais jouer au ping-pong, toi ? Oui, bien sûr, et toi ? Alors, moi, j'ai joué quelques fois, mais je suis pas vraiment très forte. J'ai entendu dire que Samy allait jouer contre le directeur. Oui, effectivement, il a eu une super partie contre lui. J'aurais adoré être à sa place et pouvoir battre le directeur. Nous allons maintenant parler avec Samy. Donc, comment s'est passé ce match ? C'est très bien passé et puis c'est pourquoi je vais vous lancer directement dans ce match entre moi et le directeur, Monsieur Deschenaux. Alors bonjour Monsieur Deschenaux, vous êtes prêt à vous battre en duel contre moi ? Bien sûr, je suis prêt toujours. Alors c'est le cas, sortez vos armes.
Bah dis donc Samy, c'était un match épique. Bravo pour cette super victoire. Bah merci beaucoup à vous, mais maintenant je vais vous parler de l'histoire de ce sport. Alors, pour commencer, il a été inventé en 1881 en Angleterre et non en Asie comme on pourrait le penser. Et puis bah, ils avaient un équipement bien différent de nos jours. Par exemple, leur balle était en liège et puis ils avaient une planche en guise de filet. Et puis leur raquette était recouverte d'une couverture en livre rigide. Alors que maintenant, bah, c'est complètement différent. Par exemple, nos balles, elles sont en celluloïd, qui sont une sorte de plastique. Nos filets, bah, ils sont en tissu. Et puis les raquettes sont recouvertes d'un revêtement en caoutchouc. Et puis d'ailleurs, avec les Anglais, eux, ils pensaient pas que c'était vraiment un sport. C'était plutôt un passe-temps après le dîner. Mais bon, voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un pongiste. Il s'appelle Jan Ove Wallner. Il est né en octobre 1965, pardon. Non, oui. Et puis, je trouve qu'il est assez particulier parce que c'est la seule personne au monde non chinoise qui ait gagné le titre de Grand Chelem. Mais en fait, ce titre, c'est un titre qu'on gagne en gagnant ces 3 tournois qui sont les JO, le championnat du monde et la Coupe du monde de ping-pong. D'ailleurs, lui, il a décidé qu'il allait être professionnel à 15 ans. Donc à mon âge, il s'est dit, moi, je serai pongiste professionnel. Et puis, d'ailleurs, dans toute sa carrière, il a gagné une fois les JO, 2 fois le championnat et une autre fois la Coupe du monde. Et encore bien d'autres tournois. Et il serait actuellement top 12 européen. Bon, maintenant, j'ai bien parlé, mais j'aurais envie de vous tester, vous, Nora et Noah. Ok, je suis prêt, moi. Noah. Oui. Alors bon, première question. Quel était le nom original du ping-pong? Tennis de table. Non, Noah. Table tennis. Non, ça s'appelait le wif-waf. C'est un nom assez particulier, mais voilà. Prochaine question. En quelle année ça a été introduit au JO? Je sais pas, moi, aux alentours des années 1900 peut-être. Et Nora, tu dirais quoi, toi? 1950. T'étais la plus proche, mais c'était 1888. 1888? Ouais, 1988. Ah, oui. Sinon, la prochaine question. Je vais vous parler d'un record. C'est le record de plus de touches de balle en 1 minute. Allez, soyons fous, 500. Nora? 200. Bah, t'es encore la plus proche, t'es 180. C'est-à-dire 3 balles touchées en 1 seule seconde. Ah, c'est vite, tu joues bien. Ouais. T'as le même niveau que cette personne, toi? Non, pas encore. Mais Pas encore, c'est en progrès. Mais maintenant, j'ai une autre question, c'est quel est le plus long match qui a été fait? La durée du plus long match? Allez, je suis pas 3 heures. 3 heures. Nora, tu dirais quoi? Plus vers une journée, après, j'y connais rien. Alors, c'était très long. Il a duré pendant 132 heures. Ah, non-stop ou ils ont quand même eu le temps de manger, d'aller aux toilettes? Alors, j'imagine, dormir. parce que ça devrait être un peu compliqué. Mais maintenant, je vais vous faire... Il n'y a personne qui a marqué de points. Mais du coup, maintenant, je vais vous dire 3 fun facts sur le ping-pong. Mais il n'y en a qu'une seule qui est vraie, ce sera à vous de la deviner. Du coup, la première, c'est que ça a été banni en URSS. La deuxième, c'est que c'était Barack Obama. Il faisait régulièrement du ping-pong. Et puis, la troisième et dernière, c'était que le ping-pong, il vient du bruit que fait les balles. Que le ping-pong, ça vient du bruit que font les bagues, parce que ça fait quand même... Moi, je pense que c'est Barack Obama qui jouait au ping-pong. C'était son passe-temps de jouer au ping-pong contre ses conseillers. S'il perdait, il avait raison. S'il perdait pas, il avait tort. Et non, il n'y a aucun de vous deux qui a eu la réponse. C'était que c'était banni en URSS parce que Barack Obama, il jouait pas régulièrement au ping-pong. Par contre, il a déjà joué, mais pas régulièrement. Et puis le ping-pong, ça vient de la marque qui crée l'équipement. D'accord. C'est marrant, l'URSS, ils sont sous, donc de génération en génération. Ouais, c'était l'URSS. Maintenant, en Russie, c'est bon, mais en URSS, c'était pas bon. C'était interdit. C'est peut-être pas bon c'est bon pour le ping-pong, mais c'est pas très bon pour autre chose, dans cette période spéciale. Voilà. Merci d'avoir écouté, et puis je vous laisse. Merci Samy pour ce quiz, même si je ne connais rien au ping-pong, donc désolé.
J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la troupe de théâtre du collège Écolisée? Ils vont se produire cette année en collaboration avec le chœur du CO dans la cour de nos nouveaux bâtiments. J'ai été voir la préparation de leur nouvelle pièce et tout ce travail dur pour vous offrir un spectacle de qualité. Ils vont nous interpréter Comme il vous plaira de William Shakespeare les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 juin 2022. Les places seront bientôt en vente, alors venez nombreux. En attendant de voir la pièce, j'ai remonté le temps vers les débuts d'Écolisée. On en parle avec les metteurs en scène Stéphane et René Simonet. La troupe de notre CO, Écolisée, a été mise en place en 1999, si je ne me trompe pas. Elle a évolué et connu des générations d'élèves. J'ai quelques questions pour vous, madame et monsieur Simonet. Déjà, comment est venue l'idée d'instituer une troupe de théâtre ici, dans le CO de la Veuvez? Alors ça, c'est une question à laquelle ma femme pourrait répondre. Les autres, je ne peux pas répondre. Ah, d'accord. Alors, mon papa travaillait à l'époque ici comme prof de français. Et on a inauguré en fait cette salle. Et pour le spectacle d'inauguration, l'ancien directeur du CO a demandé à mon papa qui était prof de français, qui faisait des petits spectacles de poésie, de créer un spectacle. Alors lui, il a dit, bon, d'accord, alors je vais monter Antigone de Sophocle. Il a dit, je prends ma classe et je monte Antigone de Sophocle. Alors, à l'époque, moi, je faisais le conservatoire de théâtre à Genève. Et il m'a dit, bon, René, il va falloir que tu viennes m'aider. J'ai un petit peu de job pour toi. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je venais une fois par semaine entraîner ses élèves. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'histoire de Écolisée. Et comment le directeur de l'époque a pris l'idée? Je pense qu'il était très très content de l'institution d'une troupe de théâtre. Après, on ne savait pas que ça allait perdurer autant longtemps, mais finalement, je pense qu'il était très 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 content. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment trouver quelqu'un pour faire un spectacle. Et puis, c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont prêts à se lancer. Donc, du coup, il était plutôt heureux parce qu'on a réussi à créer un spectacle dans cette salle, pour sa naissance. Donc, vous dites une classe, mais combien de personnes il y avait au départ dans la troupe Écolisée? Environ 25, j'aurais dit. Ouais, vraiment une classe. Donc la première pièce qui a été jouée, donc c'était Antigone, comme vous l'avez dit. Et qui est-ce qui a choisi la pièce? Alors c'est mon papa. Donc effectivement, je crois que c'était un prof de latin, grec, voilà. Et donc il avait une sorte de grande admiration quand même pour Sophocle et pour les tragédies grecques. Et donc il a dit, soit je fais Antigone de Sophocle, soit je fais rien. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, en parlant des pièces, pouvez-vous nous parler un peu de la pièce de cette année? Ah, j'ai le droit de répondre quand même encore à une autre question incroyable. Ok, alors, c'est donc Comme il vous plaira de Shakespeare. C'est l'histoire d'un duc qui a été banni par son jeune frère, qui a pris le pouvoir par la force. Ce jeune frère qui a pris le pouvoir par la force s'appelle Frédéric. Il a une fille et il a gardé avec sa fille à la cour la fille de son frère, donc sa nièce. Mais finalement, il décide de bannir sa nièce parce qu'elle fait beaucoup trop d'ombre à sa propre fille. Voilà. Le duc banni a été vivre dans la forêt. Et la nièce va décider donc de partir elle aussi dans la forêt. Malheureusement, juste avant de partir, elle tombe amoureuse d'un jeune garçon qui vient lutter ici, voilà. Et à ce moment-là, elle décide de partir dans la forêt. Et Orlando, le jeune homme dont elle tombe amoureuse, doit aussi fuir un frère tyrannique. Et tout le monde se retrouve dans la forêt. Voilà. Et comment vous choisissez les pièces à jouer la prochaine fois pour les prochains spectacles? Alors, on va choisir aucune pièce pour un prochain spectacle parce que Écolisée, sous sa forme actuelle, va s'arrêter. Donc, c'est-à-dire que le théâtre, après 22, 23 ans, dans ce CO, ça sera vraiment différent l'année prochaine. Donc, ça veut dire que la prochaine pièce, ce ne sera pas une pièce, ça sera autre chose, ce sera un autre projet. On garde ça pour plus tard.
Mais après toutes ces années, on a décidé effectivement d'interrompre Écolisée et le théâtre. Oui, mais alors jusqu'à maintenant, comment on a choisi nos pièces, on fait beaucoup de lectures. Et le premier critère, c'est qu'on puisse avoir 25 comédiens. Parce que, ben voilà, nous, on a décidé d'avoir toujours une grande troupe. On préfère jouer voilà, avec 25 comédiens que 10. Et donc, il faut une pièce où on peut avoir 25 comédiens. Des fois, il n'y a pas 25 rôles dans la pièce, mais on peut les inventer au moins. Voilà, ça, c'est le premier critère. Et puis après, il faut que la pièce nous plaise, évidemment. Et une dernière petite question, est-ce que la troupe est toujours facile à vivre? Non, elle n'est pas toujours facile à vivre. Là, typiquement, ça fait 9 jours qu'on est ensemble, ça fait beaucoup, on est tous fatigués. Et puis quand on est tout le temps 25, 26, 27, 30 ensemble, ben évidemment que c'est complexe, quoi, c'est sûr. Mais après, c'est ce qui fait aussi le charme, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se voir, à se supporter aussi, à l'inverse. Et je pense que ça, c'est aussi un truc qu'on a toujours beaucoup aimé dans les Colisées. C'est ces moments, ces nombreux moments où on passe ensemble à vivre réellement les choses. Et du coup, grâce à ça, ben, le théâtre peut aussi vivre et puis avoir aussi une autre dimension. Merci beaucoup d'avoir répondu à moi. Merci à toi. Et puis surtout, mesdames, messieurs, venez voir cette pièce magnifique au mois de juin dans la cour de récréation avec une voiture, avec une caravane, avec des images extraordinaires et puis surtout une troupe motivée, au taquet et super forte. Et attention, avec cette année, le chœur qui sera là et qui va chanter aussi pour habiller cette magnifique pièce pour l'inauguration du CO de la Veuvez. Comment est-ce que vous avez eu envie de rejoindre Écolisée? Moi, je connaissais pas mal de gens qui avaient fait la troupe Rhinocéros, donc l'ancienne troupe. Et j'avais aussi vu Antigone et ça m'avait donné envie de participer cette année. Moi, perso, c'était ma sœur. Elle a fait Rhinocéros et c'était le rôle principal. Et elle m'a proposé de faire du théâtre et j'étais intéressé. Puis je suis allé voir Rhinocéros et ça m'a plu aussi. Du coup, ça m'a donné envie de rejoindre la troupe. Est-ce que faire partie de la troupe quand même du théâtre du CO, c'est beaucoup de travail? Un peu parce que on doit aller tous les lundis pendant 2 heures, 1h30. Après, ça nous prend des vacances, mais après, l'ambiance, elle est bien, donc c'est cool. Et à propos du texte, est-ce que c'est difficile à apprendre? C'est quoi vos méthodes pour apprendre vite un texte et bien? Non, je pense qu'on a chacun nos méthodes différentes. Enfin, il y en a qui ont différents types de mémoire. Du coup, moi, je sais qu'il faut que je le lise plusieurs fois et après, il faut bien faire attention à prononcer correctement les mots et pas oublier des syllabes ou comme ça. Mais c'est propre à chacun un peu le texte, je pense. Et comment est-ce que vous trouvez la pièce de cette année? C'est quoi votre avis dessus? Moi, je trouve elle est plutôt sympa, j'aime bien. Genre, il y a différents rôles que j'aime bien, puis il y en a que j'aime pas, mais il y en a qui sont cool comme rôle. Je trouve qu'elle est bien parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce et du coup, ça apporte quelque chose de cool. C'est ça qui est cool dans la pièce. Elle est assez surprenante à des moments, je trouve. On ne s'attend pas forcément à tout ce qui se passe. Et du coup, à part Alessio, est-ce que vous avez vraiment suivi Écolisée les dernières années avant d'entrer dans la troupe? Moi, je connais pas mal Écolisée depuis Antigone. Je crois que c'est le premier spectacle que j'ai vu. Mais après, moi, je connaissais déjà avant l'existence de la troupe, vu que j'avais des frères qui étaient à l'école, ici au CO. Mais ouais, non, on va dire que je connais que depuis Antigone. Moi, c'est un peu pareil. En fait, j'ai beaucoup de connaissances qui connaissent bien Écolisée et qui ont participé. Et du coup, ils me racontaient souvent comment ça se passait et l'ambiance. Et du coup, ça m'a donné envie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toi. Pas de souci. Merci. Extérieur sur la plaine du palais.
Cette année, au CO de la Veuvez, les 11e années vont avoir un super journée trail. Noah vous a fait un petit reportage de la session d'entraînement d'une équipe. Oui, effectivement, Nora, nous avons eu de la chance cette semaine car une équipe de jeunes motivés sont partis s'entraîner pour ce trail. Et nous avons justement Robin qui vient de partir, a eu le temps aussi rapidement, c'est de la magie je sais, de partir s'entraîner tout de suite avec l'équipe. Donc nous allons voir où il en est dans son échauffement. Comment ça va Robin ? Oui, en effet, Noah, j'ai la chance de participer à la première édition du Trail du CO. Là, je suis sur la ligne de départ et je suis en train de... Oh, Dieu, je l'ai eu ce bestiau. Merci beaucoup Robin, nous te souhaitons bonne chance pour cette course. On attend de tes nouvelles, faites attention, on dirait que la saison de la chasse a commencé bien plus tôt que cette année. Bon, revenons aux informations de ce trail. Il se déroulera le 25 mai prochain et la date de réserve ce sera le 15 juin. Il reliera la place à côté du camping de Châtel au lac Dijon et ce sera une mesure de 4,8 km avec 356 mètres de dénivellation positive. Et cette idée vient de germer dans l'idée de M. Courbat et de sa femme Mme Scherler durant l'été passé. Et ils se sont dit que c'était important pour eux de proposer à des élèves au moins une fois durant leur scolarité de se dépasser sportivement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce trail. Et il y a une méthode super pour réussir ce trail. La première est la préparation individuelle à l'aide du plan d'entraînement sur le site du CO. La deuxième, le sport fact dès la reprise mars. La troisième, la préparation en cours de sport après les vacances de Pâques. Et on aura aussi la chance car ils vont inviter Monsieur Pierre Morat, ancien sportif de haut niveau et entraîneur et cinéaste, pour présenter cette discipline aux élèves de 11 âge après les vacances de Pâques. Et maintenant, nous allons voir où se retrouve Robin. Robin, comment ça va ? Oui, alors Noah, je suis à mi-parcours de cette course et je dois dire qu'elle est particulièrement éprouvante. Je vous retrouve à l'arrivée et je fais travailler mes mollets. Hey, t'as fait quoi ? Bravo Robin pour cette super victoire. On espère que cet entraînement t'a servi pour pouvoir représenter dignement la classe 11C le 25 mai. Bon ben voilà, chers amis de Radio Énervé, nous voilà déjà à la fin de ce live. Nous avons passé un excellent moment en votre compagnie. Au revoir et à bientôt.